que vous avez déjà découvert Planète Homéo, puisque vous êtes déjà plus d'une centaine d'inscrits sur le forum. Alors, pour parler très brièvement de moi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis une sorte de dinosaure de l'homéopathie, si on regarde depuis le temps que je la pratique, c'est-à-dire presque une trentaine d'années. Je suis aussi un peu l'Obélix. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, puisque j'ai appris l'homéopathie vers l'âge de 15 ans. Mon père était déjà homéopathe. Lui-même avait appris l'homéopathie avec le docteur Pierre Schmidt, lequel avait appris auprès d'Eugène Austin, l'un des meilleurs élèves de Kent à New York. Voilà un petit peu cette filiation en ligne droite. À certains égards, on me qualifie aussi un petit peu d'ayatollah de l'homéopathie et je m'en excuse parce que j'essaye toujours de faire avec beaucoup de rigueur l'enseignement de l'homéopathie qui est malheureusement dénaturé à tout point de vue. Et je suis assez conscient encore de la différence qu'il existe entre être extrémiste et rigoureux. J'espère que ceux qui nous suivront dans les cours pourront en faire l'expérience. Donc très brièvement, j'ai commencé mes aventures en 1977 pour parler à la française, 77 à la Suisse, avec le programme Mélanie. J'en profite pour saluer ici mon vieux complice Alain Droz, qui doit être de l'autre bout de l'écran. C'est avec lui qu'on a créé ce fameux programme qui était, je pense, l'un des tout premiers logiciels d'homéopathie pour commencer à utiliser le répertoire de Kent et répertoriser, ce qui était la succession logique des fiches perforées créé à l'époque par mon père, je crois que c'était en 65, j'étais pas très grand à l'époque. Avec cela, donc, je me suis lancé dans les études de médecine pour devenir homéopathe, et pendant le cursus médical, j'ai exercé autant que j'ai pu l'homéopathie sur les patients qui le voulaient bien, notamment quand j'étais interne aux urgences à Aix-les-Bains et en médecine infectieuse à Grenoble, c'était dans les années 88. Ensuite, j'ai traduit le répertoire de Kent à peu près en 91, et je suis l'auteur de différents articles, cours, etc. Ce qu'il faudra retenir, c'est que c'est en 96 qu'on a créé avec mes amis le site internet Planète Homéo, qui a maintenant mué en web télévision. Alors, à cet égard, j'ai été soutenu par bien des gens et j'ai une pensée aujourd'hui spécialement pour le docteur Max Teto, qui nous a quittés récemment. Et il a été toujours très chic avec moi, il m'a toujours soutenu. C'est grâce à lui que j'ai pu être publié aussi dans les cahiers de biothérapie et que mes ouvrages sont toujours publiés, c'est Similia. Je voulais en profiter pour saluer sa mémoire en passant. Et avec toutes ces tribulations, l'homéopathie m'a amené maintenant à faire beaucoup de médecine de terrain parce que l'homéopathie telle qu'elle est actuellement galvaudée se transforme souvent en psychothérapie sauvage avec des consultations interminables. Et je suis là pour vous montrer que vous pouvez faire un diagnostic de médicaments très rapidement, en quelques minutes, 5 minutes, 6 minutes, une demi-heure tout au plus, et en tout cas être capable de prescrire rapidement dans les cas aigus, chose qu'on a pu démontrer en Haïti pour traiter le choléra, où les gens ont très bien répondu aux médicaments, le même d'ailleurs, c'était le médicament épidémique, c'est dans l'organon à partir du paragraphe 100, nous lirons ça, et tous ont répondu à Phosphorus dans les heures qui suivaient, ils allaient mieux. Donc on va, grâce à HSF, Homéopathes sans frontières France, grâce à notre ami Frédéric Réroll et toute son équipe, on va pouvoir aussi aller à l'étranger, traiter des cas sur le terrain et emmener avec nous les étudiants qui le désireront pour pouvoir agrandir leur expérience clinique, ce qui est absolument indispensable, non seulement dans l'acquisition de la médecine, mais celle de l'homéopathie. J'en profite pour terminer cette petite introduction pour saluer mon vieux complice, ami de toujours, Jean-Claude Ravalard des Herbiers, que j'ai, on va dire, converti à la pratique uniciste. Lui qui était un petit peu en train de prescrire beaucoup de médicaments à la fois, a eu un petit peu le choc de l'unicisme qu'il n'avait pas encore découvert à l'époque. Et je dois dire, et je m'excuse encore aujourd'hui d'avoir bouleversé sa vie, mais je crois que Jean-Claude, tu ne regrettes rien. Alors, ceci étant dit, la constatation qu'il nous faut faire aujourd'hui, c'est que je vous ai dit uniciste. Qu'est-ce que ça veut dire uniciste? Eh bien, ça reflète juste l'état actuel de souk intégral qui règne dans l'homéopathie. Apparemment, chacun veut faire l'homéopathie à sa façon. Vous avez des gens qui sont pluralistes, vous avez des gens qui sont unicistes, complexistes, organothérapistes, que sais-je. Beaucoup de gens vous disent aussi que l'homéopathie, ça marche quand on n'est pas réellement malade, pour des troubles fonctionnels, bien sûr, mais que dès qu'il y a une maladie sérieuse, il faut évidemment avoir recours à la médecine classique, qui est, elle, la seule valide pour traiter les cas graves.
Le problème, c'est qu'en général, ce sont souvent ceux qui en savent le moins qui en parlent le plus. Nous sommes justement ici pour commencer à répandre les vraies informations sur ce que c'est que l'homéopathie. Le problème, à travers toutes ces opinions, à travers toutes ces manifestations d'homéopathie à géométrie variable, puisque l'homéopathie est pratiquée, pour certains, ils en ont appris 5%, pour d'autres, ils en ont appris 20%. Rares sont ceux qui ont réellement essayé de suivre le chemin de Hahnemann, le fondateur. Donc l'heure est grave et le problème, c'est que les patients en pâtissent. D'un côté, la médecine classique n'est pas capable de les guérir. Le mot guérir, d'ailleurs, vous remarquerez, est complètement banni du vocabulaire médical. Il n'y a que les charlatans qui parlent de guérison. Eh bien non, il y a aussi les homéopathes qui prétendent qu'il y a des chemins rationnels et des lois et des principes pour guérir. C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Et donc, le problème, c'est qu'à travers toute cette confusion qui règne, ce que j'ai appelé ce souk, les malades en pâtissent parce que ça permet l'éclosion, et je dirais même l'explosion, d'un grand nombre de personnes qui souvent ne sont pas au-delà du niveau de la charlatanerie et qui souillent l'homéopathie, font n'importe quoi, nous transforment en ridicule et nous déshonorent. Donc il est grand temps aujourd'hui de commencer à voir qu'est-ce que c'est que l'homéopathie. Dans cette optique, le rôle des patients va être fondamental. Il est absolument important que les patients et toutes les personnes qui ont pu bénéficier de l'homéopathie se mobilisent pour pouvoir manifester leur témoignage, montrer aux autres que ça fonctionne et inciter les gens à se poser juste la question de qu'est-ce que c'est que l'homéopathie, mais est-ce que ça va vraiment marcher sur moi? Notre but aujourd'hui, c'est bien sûr d'enseigner, mais ça va être à la clé le changement de la médecine. Je vous l'annonce tout clairement, l'homéopathie est là pour faire la révolution de la médecine. On a fait la révolution dans des tas de domaines, mais dans la médecine, ça attend toujours. J'ai le malheur de vous dire que ça ne peut plus attendre bien longtemps. Ça ne peut plus attendre bien longtemps parce que la situation est devenue très grave. Non seulement la médecine classique est en train d'arriver à une impasse, comme la plupart de nos confrères sont en train de s'en rendre compte, puisque on n'arrive plus, les laboratoires ne parviennent plus à fabriquer de nouveaux médicaments. La seule chose qui fonctionne à peu près, semble-t-il, c'est les vaccinations, qui elles-mêmes ne sont qu'une forme abâtardie d'homéopathie. Il semble qu'en un siècle, on ait vu maintenant la limite de ce qu'on nomme le paradigme chimique. Il n'y a plus de nouveaux médicaments actifs. Où va-t-on? On a des drogues qui sont tellement actives que les effets secondaires sont désastreux, mais de façon beaucoup plus insidieuse, la généralisation du traitement allopathique a dégradé le niveau de santé de la population. Ce niveau de santé de la population, vous vous en rendrez compte juste en regardant la nouvelle génération d'enfants. Quand il y a 25 ans, je me suis installé sur Annecy, on avait des enfants qui étaient capables de faire de la température, des problèmes aigus, des otites, des angines, des bronchites. Ces enfants aujourd'hui sont devenus rares. Alors, constatation, ça veut dire que les nouveaux enfants, cette nouvelle génération est en meilleure santé. Si vous observez, vous vous rendez compte qu'au lieu de faire des problèmes aigus fébriles, ces enfants sont maintenant porteurs de troubles nerveux, voire même neurologiques. L'autisme, ça nous avait été enseigné vaguement à l'époque à la faculté, mais aujourd'hui, il naît énormément d'enfants autistes. D'où viennent-ils? Les enfants qui ne font plus de température aujourd'hui font des troubles nerveux, ils sont agités, ils ne peuvent plus rester assis, ils ne peuvent plus se concentrer. On a même trouvé un syndrome pour classifier cette pathologie. Il y a évidemment une relation inverse entre la disparition des problèmes aigus et l'apparition de troubles neurologiques. C'est quelque chose qui est à la, je dirais, c'est une notion qui est absolument l'axe, la colonne vertébrale pour arriver à franchir le pas depuis la médecine classique jusque dans l'homéopathie. Tant que vous n'avez pas intégré clairement ce problème des niveaux de santé qui a été développé par Georges Vitoulkas, eh bien, vous n'arrivez pas à saisir réellement l'ampleur du problème, j'ai failli dire l'ampleur du désastre qui touche de façon préoccupante l'ensemble maintenant de la population de la planète. Je vous ai fait un petit graphique pour que vous compreniez basiquement ces niveaux de santé. En réalité, la capacité à faire de la fièvre dénote de la part d'un organisme une capacité à avoir un mécanisme de défense qui est sain, qui est capable de s'adapter face à un agresseur, de réagir et de l'éliminer. Vous verrez que la plupart des gens, à mesure qu'ils perdent cette capacité à faire de la température et qui se croient donc en bonne santé, sont en réalité déjà entrés dans la maladie chronique
qui va se manifester de bien des façons différentes. Mais cette maladie chronique, en général, n'est rien d'autre qu'une inflammation subaiguë qui va perdurer. On peut définir 4 groupes pour clarifier la situation. Dans le groupe A, vous avez des gens qui sont au bon niveau de santé, qui sont capables, dans leur niveau d'énergie, de maintenir les manifestations pathologiques sur des plans superficiels, sur la peau, sur les muqueuses. Bien sûr, on peut aller de plus en plus profond vers des organes de plus en plus internes. En fait, l'organisme, tant qu'il a de l'énergie, il va chercher à refouler le plus superficiellement possible les manifestations pathologiques. C'est ainsi que vous voyez beaucoup de bébés qui naissent avec de l'eczéma, qu'on va traiter, bien sûr. On va s'empresser de traiter la partie malade, de la même façon que le sage désigne la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est ce que nous a enseigné toute cette vieille médecine, à tartiner la peau, alors que c'est l'organisme qui est déréglé, qui manifeste à la peau le trouble pathologique. Quand ce trouble pathologique ne peut plus exister au niveau de la peau, eh bien, on va commencer à produire des symptômes sur des plans plus profonds, et ainsi de suite. La dégradation peut progresser jusqu'au groupe B, et le groupe B se manifestera par, de façon typique, des infections à répétition. Des angines répétées, des cystites répétées, le rhume des foins, des terreurs nocturnes. On commence à voir dans ce groupe-là un début d'atteinte sur le plan émotionnel. Quand on va aller plus loin, on va se retrouver dans le groupe C, avec déjà des pathologies beaucoup plus graves, chroniques, de l'épilepsie, du lupus, de la polyarthrite rhumatoïde, etc. Et enfin, on peut encore dégrader toujours, bien sûr. Plus vous prendrez de la médecine classique, plus ça va dégrader votre niveau de santé, jusqu'à ce que vous finissiez dans le groupe D, qui est incurable. L'organisme n'a plus assez d'énergie pour arriver à remonter la pente, et tout ce qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est faire de la palliation, limiter les dégâts, rendre les douleurs soutenables, etc. Je vous prends l'exemple que j'ai vu récemment, pas plus tard encore que hier soir, je crois, d'une jeune femme qui vient pour des cystites à répétition. De façon évidente, cette jeune femme est dans le groupe B. Elle est capable de faire à chaque fois une infection, une nouvelle infection, une nouvelle infection. Alors, qu'est-ce qu'on lui propose comme traitement? Si on lui donne des antibiotiques, comme c'est le cas, une cure ne suffira pas, 2 cures, 10 cures, 20 cures, combien? Au bout de la énième cure, qu'est-ce qui va se produire? Cette fille ne fera plus de cystite. Ça, on peut vous le garantir, c'est juste une question de répétition. Le fait qu'elle ne fasse plus de cystite ne veut pas dire qu'elle est en meilleur état de santé. Ce qui s'est produit, c'est qu'à force de bombardements allopathiques, son niveau de santé s'est dégradé. Elle est passée en bas du groupe B, voire déjà au début du groupe C. Donc, elle n'est plus capable à ce niveau de santé de produire des cystites. Son organisme est trop faible. Et à la place, elle va développer une autre pathologie plus profonde qui pourra être, comme c'était le cas chez cette personne, des troubles du rythme cardiaque, de l'hypertension. Vous voyez comme toute cette succession de choses est connectée et que malheureusement, cette évidence est encore niée au niveau de la médecine classique. Dans l'autre sens, on peut remonter le niveau d'énergie, et la seule façon de le faire, à ma connaissance, médicalement, c'est l'homéopathie. Et en prescrivant le ou la série de remèdes indiqués, on va améliorer le niveau d'énergie du patient et le faire remonter du groupe B éventuellement vers le groupe A. Et à ce moment-là, c'est au prix d'un retour de symptômes anciens, bien sûr, parce que ces cystites, quand on va s'informer, on se rendra compte que cette personne, auparavant, elle faisait du rhume des foins, des rhinites allergiques qui ont été guéries à l'époque, je vous prie de sentir les guillemets au mot guérir, qui ont été donc guéries par le traitement classique d'antihistaminiques et autres. Donc voilà ce petit tour d'horizon pour que vous compreniez que nous sommes en train, avec la médecine classique, de tripatouiller au plus profond des êtres humains. Et nous sommes en train, si on continue comme ça, de dégrader le niveau de santé de la population qui va atteindre je ne sais pas quel plancher qu'on va arriver à défoncer, je le crains. Aussi, la chose qu'il faut vraiment comprendre aujourd'hui, c'est que l'homéopathie vous montre qu'il existe des principes et des lois pour soigner les gens. Ce qui est quand même inimaginable, c'est que dans toutes les branches de la science, sans exception, sauf une, la médecine, on étudie les phénomènes, on regarde ces phénomènes pour essayer de déduire les lois qui régissent ces phénomènes. Ça, c'est ce qu'on appelle la démarche scientifique. Eh bien, ceci n'a pas lieu en médecine. Tout ce qu'on se contente de faire, c'est de regarder un patient comme s'il était composé d'un assemblage hétéroclite de cœur, de foie, de reins et d'autres organes qui tiendraient par des bouts de ficelle. Il n'y a guère de différence ici avec un cadavre qu'on peut faire
qu'on peut découper avec une autopsie, et on va chercher une drogue qui va empêcher la production d'un symptôme. On va valider cela par des statistiques qui, vous le savez aussi bien que moi, n'ont pratiquement aucune valeur, puisqu'elles sont toutes issues d'une industrie qui possède bientôt toute la planète et qui est capable de vous produire les statistiques qu'elle désire pour pouvoir lancer un jour, elle l'espère, le nouveau médicament qui rapportera des milliards. Donc le problème, c'est qu'on doit reprendre la voie d'Hippocrate, à savoir l'observation de la nature, pour essayer de comprendre comment les organismes malades réagissent, comment ils sont capables de guérir eux-mêmes, comment peut-on les stimuler dans cette voie de la guérison, comment on tombe malade, par quels facteurs on tombe malade. Et le fait est que Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie, n'a en somme rien fait d'autre qu'amplifier l'héritage d'Hippocrate, héritage qui a été complètement occulté, bazardé, j'ai failli dire, par la médecine classique, qui aujourd'hui n'a même plus cette notion élémentaire, pourtant, des tempéraments, des 4 tempéraments d'Hippocrate, qui nous servent bien tous les jours. Donc le fait est que, grâce à ce qu'on peut appeler vraiment son génie, parce qu'aujourd'hui, avec mes cheveux blancs, j'ai compris une chose, c'est que je n'arriverai jamais à comprendre Hahnemann complètement, personne, je crois, ne pourra le faire. Eh bien, il a eu une intuition de génie qui lui a permis ensuite de propager, de développer rien d'autre que l'homéopathie. On la nomme homéopathie parce qu'il faut lui donner un nom, mais l'homéopathie, en fait, vous devez considérer cela comme un ensemble d'équations qui permettent de comprendre, d'expliquer, de régir et d'analyser finement les réactions des organismes biologiques face à l'introduction de n'importe quelle substance active. C'est un ensemble complet de lois et de théorèmes. Malheureusement, c'est la catastrophe dans le domaine de l'homéopathie, personne ou presque n'a étudié Samuel Hahnemann avant de se lancer dans l'homéopathie. Si aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous qui n'êtes pas médecin, qui m'écoutez, vous demandez à votre praticien homéopathe s'il a étudié l'organon, qui est l'ouvrage dans lequel Hahnemann a consigné pendant 55 ans ses découvertes cliniques, jusqu'à la 6e édition, qui est celle que nous utilisons, eh bien vous verrez que ce médecin, la plupart du temps, vous dira « Non, non, moi, j'ai jamais lu l'organon, on m'a fait des cours et on a mentionné le nom peut-être, mais jamais personne n'a étudié l'organon. » Et encore moins l'ouvrage satellite de l'organon, qui est les maladies chroniques, dans lequel Hahnemann explique de façon de plus en plus précise à chaque édition comment venir à bout des pathologies chroniques qui sont une hantise aujourd'hui, puisque la plupart des gens sont maintenant porteurs d'une maladie chronique. On a maintenant des gens qui, de plus en plus jeunes, développent des pathologies de plus en plus graves. Donc, le problème, c'est que comment pouvez-vous vous appeler homéopathe sans jamais avoir appris la base? C'est juste impossible. Prenez n'importe quel chimiste, il va avoir appris les découvertes des gens qui l'ont précédé, les lois de Mariotte pour la thermodynamique. Prenez un physicien, il va comprendre, avoir étudié les lois de Newton. Aujourd'hui, on utilise toujours les mêmes lois de Newton pour mettre un satellite sur orbite. Or, ces lois ont 350 ans. Le reproche qu'on nous fait à l'homéopathie, c'est « Monsieur, vous êtes complètement fou, vous êtes en train de parler de médecine dans un ouvrage qui date de 1843, vous êtes complètement malade, la médecine a fait des progrès immenses. » Alors, il ne faut pas mélanger la thérapeutique, qui est restée balbutiante avec l'allopathie, et le reste des branches médicales, notamment le diagnostic, qui a fait des progrès absolument merveilleux et que personne ne songe à contester. Quand on regarde aussi les progrès de la branche chirurgicale, on a aujourd'hui des choses époustouflantes et là encore, nul ne songera à le contester. Mais nous, homéopathes, disons que la branche thérapeutique de la médecine doit être totalement réformée. Ça ne peut plus durer. Aujourd'hui, donc, quand nous avons des patients qui viennent de bonne foi nous expliquer qu'ils ont été vus par des médecins homéopathes et que vous regardez les ordonnances, vous tombez par terre, c'est juste insupportable. On a des gens qui ont des fois 2 pages à 4 tapées à la machine. J'ai des patients qui m'expliquent qu'ils sont obligés de prendre un tableur Excel pour s'en sortir, pour comprendre leur prescription. Donc, tout ceci s'appelle une fraude. Je n'hésite pas à le dire et je le maintiendrai. C'est une fraude qui a été entretenue pour des tas de motifs divers et variés. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de reposer l'homéopathie sur ses vrais fondements, réétudier l'organon, et ensuite, à nous de voir si nous arrivons à dépasser ensuite Hahnemann. Ça ne me pose pas de souci. Si un jour j'y arrive, j'en serai très content. Ce qu'il nous faut
Ensuite, bien comprendre ici, c'est que toutes ces complications, toutes ces personnes qui font des théories pour expliquer, pour essayer de comprendre la vie, la pathologie, toutes ces personnes, en fait, oublient une chose très simple, c'est que si une vérité existe, elle est toujours très simple, elle est universellement vraie en tout temps et en tout lieu. Voilà ce qui peut caractériser des lois objectives, et ça, c'est dans l'organon. Ça, nos étudiants vont le découvrir, et le public aussi, puisque c'est à travers cette déclaration de principe de l'homéopathie qu'on va, je dirais, fédérer les personnes intéressées pour qu'elles comprennent de quelle façon les choses s'articulent. Cette déclaration qu'on a faite sur le site et que je vous prie de lire, d'imprimer, de diffuser pour la faire connaître, cette déclaration en fait a été réalisée pour la première fois par le docteur Lipp. Adolphe Lipp a été, je dirais, un des plus grands prescripteurs. On l'a surnommé le prince des prescripteurs pour des raisons évidentes. Il était l'ami intime de Constantin Hering, et c'est toute cette vague de médecins qui ont connu Hahnemann, en tout cas qui étaient du vivant de Hahnemann, et qui sont allés apporter l'homéopathie aux États-Unis, où elle a fait florès. On avait au début du XXe siècle plus de 20 hôpitaux homéopathiques, avant que l'industrie chimique ne les fasse fermer, bien entendu. Et donc Lipp a été celui qui a lancé ce premier appel, cette déclaration de principe. Ça date de 1878. Et dans cette déclaration de principe, il n'y avait presque pas une virgule à changer. Nous l'avons reprise intégralement avec mes complices, Jean-Claude Ravalard et Frédéric Réroll de HSF France, pour lancer cet appel à tous les homéopathes, pour lancer cet appel à tous ceux qui voudront nous rejoindre pour étudier l'homéopathie pure. Parce qu'il faut bien que vous compreniez que nous ne sommes pas dans une querelle comme dans Gulliver, où vous savez, la guerre se fait entre les salauds qui ouvrent l'œuf à la coque par le petit bout et les ordures qui ouvrent l'œuf à la coque par le gros bout. Bien entendu, c'est le prototype de la querelle stérile, puisque dans tous les cas, vous mangerez votre œuf. Mais avec l'homéopathie et les lois de guérison, ça ne pardonne pas l'à peu près. Les malades méritent ce qu'il y a de mieux. Hahnemann, d'ailleurs, a écrit dans Un art qui sauve la vie, « Négliger d'apprendre, c'est criminel ». On en est toujours là aujourd'hui, et si vous n'observez pas l'ensemble des équations de l'homéopathie, vous ne pouvez pas prétendre avoir des résultats. Vous pouvez avoir quelques coups heureux, bien sûr, sur des patients qui presque voudraient guérir tout seuls, mais dès lors qu'il s'agira de traiter une maladie chronique, il faudra gérer le cas, comprendre de quelle façon le patient a réagi, quand faut-il répéter, quand faut-il changer de médicament, etc. Donc toutes ces notions sont entièrement dans l'organon et indispensables pour arriver à comprendre un cas chronique. Et la seule façon, ça sera de suivre les principes et les lois de l'organon. Donc, grâce à Lipp, nous avons repris cette déclaration de principe. Et le premier point que je voudrais voir avec vous, bien sûr, c'est la loi des semblables. Alors, la loi des semblables, c'est en latin similia similibus. Ça veut dire simplement que les semblables par les semblables se soignent, sous-entendu. C'est le principe de guérison. C'est une loi universelle, en fait, qui a été découverte par Hahnemann. En tout cas, je dirais pour être précis, formulée par Hahnemann, parce qu'elle avait été pressentie avant lui. Et aujourd'hui, on a très clairement la preuve que Hippocrate la connaissait, mais n'était pas capable de l'employer parce que, nous le verrons en cours, pour que cela fonctionne, si vous donnez le médicament qui ressemble au cas, le patient sera monstrueusement sensible à cette substance et vous allez considérablement l'aggraver. Et c'est pour cela que là, nous avons une chance insolente que Hahnemann ait pu découvrir l'infinitésimal. Mais nous y reviendrons. Que dit cette loi? La numéro 1, c'est qu'on obtient une guérison rapide, douce et permanente quand elle est effectuée par des médicaments eux-mêmes capables de produire sur des personnes saines des symptômes morbides similaires à ceux de la maladie. Voilà tout ce qu'on peut dire de la loi des semblables. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment connaître par cœur pour les étudiants. La chose intéressante ici, c'est le cito, tuto et iucunde, comme on dit en latin, c'est la formule qu'employait Seltz, c'est-à-dire que l'idéal thérapeutique, l'idéal de la médecine, c'est d'avoir une guérison qui soit bien sûr rapide, douce, si c'est possible de ne pas exécuter le patient en même temps, c'est mieux, et surtout permanente, durable. C'est les trois objectifs qu'on doit garder en tête en vue de proposer un traitement médical, en vue de dire nous avons de quoi faire mieux que la médecine classique parce que nos guérisons sont rapides, douces, permanentes, durables. Voilà des points très importants. Donc,
La loi des semblables, bien sûr, définit la pierre angulaire de l'homéopathie. Le deuxième point très important, c'est de comprendre que lorsque on observe, que ce soit à l'œil nu ou au microscope, des modifications tissulaires ou des excroissances, par exemple des verrues ou des végétations adénoïdes chez les enfants, ces manifestations ne sont rien d'autre que la résultante d'un trouble qui est très en amont. En réalité, les homéopathes, les rares homéopathes que nous sommes, on nous appellera des médecins vitalistes. Nous prétendons que le biologique ne répond pas aux mêmes lois que le domaine physique inanimé. Dans le domaine physique inanimé, si vous prenez deux électrons que vous les faites s'entrechoquer, vous pouvez avoir les équations qui régissent cela, tous les électrons vont réagir pareil. Dans le domaine biologique, c'est faux. Les mêmes causes ne vont jamais engendrer les mêmes effets. Ça n'arrive absolument jamais. Qui plus est, les effets vont survenir seulement de façon conditionnelle, quand l'organisme voudra bien, à ce moment-là, enclencher des séries de réactions face à une cause. Et qui plus est encore, si vous supprimez la cause, les effets persistent. Si vous prenez quelqu'un qui a été, par exemple, sous l'impact d'un chagrin, d'un deuil, il y a 10, 15, 20, 30 ans que cet impact est terminé depuis longtemps, eh bien, il peut continuer de présenter des symptômes bien au-delà de la cause initiale déclenchante. Tous ces facteurs vous font réfléchir sur le fait que la biologie a ses lois propres et les individus biologiques, nous le verrons en cours, ne peuvent pas être autrement que régis par une entité énergétique que Hahnemann nomme la force vitale, la dynamisme, si vous préférez, en d'autres termes. Et ce n'est seulement qu'en agissant sur cette force vitale qu'on peut arriver à obtenir une guérison rapide, douce et durable. Hahnemann, avec un génie inimaginable, puisqu'on commence juste à entrepercevoir aujourd'hui ce qu'il a écrit, dit que l'origine des pathologies, des manifestations morbides que nous nommons maladies, ne repose que sur le désaccordement de l'énergie vitale. C'est complètement révolutionnaire comme idée. Et c'est probablement la réalité. C'est pourquoi un médecin homéopathe doit être vitaliste et de comprendre que chaque fois qu'on va intervenir chirurgicalement pour extraire une verrue, pour la brûler, la cautériser ou je ne sais quoi, vous allez lui faire subir à cette pauvre verrue, eh bien, ce n'est pas une affection locale, mais c'est bien parce qu'il y avait un dérèglement très en amont que la peau elle-même n'a pas pu garder un édifice standard et laisser la verrue s'installer. Et que ça répond bien à une cause interne. Donc, toutes ces manifestations, quelles qu'elles soient en général, même une inflammation de la gorge, ne peut en amont qu'être redevable d'une perturbation dynamique. Le troisième point important de l'homéopathie, c'est la totalité des symptômes. Qu'est-ce que c'est que la totalité des symptômes? C'est quelque chose qui devrait être évident pour tous les médecins, mais qui semble ne pas l'être aujourd'hui. C'est quelque chose que tous les patients ont constaté, mais on leur a juste demandé de se taire. La totalité des symptômes, c'est que la médecine classique s'arroge le droit de traiter unilatéralement un symptôme. Vous venez pour des migraines. Soit nous avons madame ou monsieur, plus souvent madame, vous traitez vos migraines. Donc, on a une théorie pour ça. On dit que la migraine vient de la dilatation de certains vaisseaux. On va donc empêcher ces vaisseaux de se dilater. Là encore, on est devant une modification tissulaire et on va empêcher cette modification tissulaire. Enfin, on va s'imaginer qu'on peut l'empêcher. Mais en réalité, ce symptôme qu'est la migraine s'accompagne de tas d'autres symptômes chez cette personne. Cette même personne peut être dépressive en même temps que sa migraine, peut avoir des tas de migraines différentes d'ailleurs d'une personne à l'autre, puisqu'en fait, la réalité, c'est que depuis le début de l'humanité, il n'y a jamais eu deux migraines semblables. Parce qu'à chaque fois, vous avez tout un tas de cortèges de symptômes, de soif, de pas soif, de vertige, de maux de ventre, Dieu sait quoi, qui vont caractériser une totalité de symptômes. Et cette totalité va être l'empreinte personnelle du patient dans sa maladie, sa façon propre à lui de réagir et de tenter d'éliminer le problème. La médecine classique croit encore un petit peu naïvement qu'il faut exterminer les symptômes. Nous, homéopathes, disons que les symptômes sont le langage de la nature et la voie de l'équilibre, du meilleur choix en tout cas, que l'organisme vivant a fait comme choix de produire pour limiter la progression interne de la pathologie. Et donc la totalité, ça reflète bien une chose très importante, c'est que cet ensemble de symptômes ne peut être que corrélé à une même cause commune. Et la finesse ici de l'homéopathie, c'est que cet ensemble de symptômes qui se manifestent est dépendant bien sûr d'une cause interne, probablement d'une perturbation de la force vitale. Mais nous arrêtons ici toute discussion
nous ne pourrons jamais connaître les rouages internes qui nous amènent à ce tableau. Mais nous avons le droit de postuler que la totalité, une fois connue, caractérise de façon précise le dérèglement de la pathologie interne. Et donc, seule cette totalité de symptômes, qui peut être aussi bien des symptômes objectifs, subjectifs, que les symptômes que l'entourage recueille ou que le médecin constate, cette totalité forme la seule indication valable pour choisir un médicament. Une fois qu'on a cette totalité, comment choisir un médicament? Eh bien, d'abord, il faut connaître les propriétés curatives des médicaments. Comment connaît-on les propriétés curatives des médicaments? Eh bien, avant toute chose, en sachant comment ces médicaments rendent malade. De quelle façon le médicament est capable de perturber la force vitale, de perturber le fonctionnement humain, pour noter la totalité des symptômes que cette drogue est capable de produire. Et c'est alors par ressemblance qu'on pourra la sélectionner comme étant la plus adéquate devant le tableau de la totalité du patient. Et c'est alors seulement qu'on pourra éventuellement obtenir une guérison. Donc les expérimentations consistent à prendre des volontaires qui ne sont pas malades pour tester sur eux-mêmes de quelle façon des symptômes sont produits par la prise du médicament. Et là encore, qu'est-ce qu'on constate? Quelque chose qui devrait être apparent dans la médecine classique, c'est qu'une même substance va provoquer des tas de symptômes de la tête aux pieds. Et c'est là que vous voyez là encore l'arbitraire dans le plan thérapeutique qui consiste à dire je ne m'occupe que d'un symptôme qu'on va couper, casser, killer, cryogéniser, que sais-je. Et dans l'autre sens, lors de la démarche expérimentale en médecine classique, on va s'arroger le droit de ne regarder qu'un ou deux symptômes pour faire des statistiques avec, sans pouvoir faire autrement avec une réalité qui est têtue. Pourtant, les faits sont têtus, disait Einstein, c'est que cette substance qu'on a étudiée va forcément produire des symptômes dans une totalité de l'organisme en provoquant une totalité qui lui est propre. Et ce n'est seulement qu'en connaissant cette totalité propre qu'on pourra savoir si cette substance est administrable ou pas à la personne malade. Ceci étant posé, comme je vous l'ai dit en débutant, l'une des clés pour la réussite du traitement homéopathique, c'est la notion à la fois de dose unique et de quantité minimale. La dose unique correspond au fait qu'à un instant donné, vous avez une totalité qui se manifeste. J'ai essayé de vous le dire clairement, j'ose espérer que j'ai été compris, c'est que s'il y a une totalité de symptômes, elle remonte forcément à une cause commune. La meilleure preuve, c'est d'ailleurs que lorsque des patients viennent et qu'ils nous ont présenté suffisamment de symptômes pour qu'on ait une hypothèse sur le choix du médicament, eh bien, on peut déduire les autres symptômes. Un peu comme Buffon, à qui vous présentiez un ou deux os du squelette d'une bestiole, il était, paraît-il, capable de reconstituer l'animal, pour la bonne raison que tout cela forme un tout cohérent et harmonieux. Eh bien, l'idée, c'est que vous ne pouvez pas donner autre chose qu'une seule dose en même temps, celle qui correspond de façon la plus homéopathique possible au tableau que présente le patient. Cette notion de dose unique, du coup, tombe sous le sens. La question que vous pourrez poser à votre praticien, c'est pourquoi, le cas échéant, il vous en donne plusieurs. Et la réponse, ce sera toute simple, c'est juste pour gérer son angoisse. Ou parce que le pauvre n'a pas eu accès, et ça c'est le cas de beaucoup de médecins en France, il n'a pas eu accès à un enseignement correct de l'homéopathie, et la plupart du temps, on a enseigné à ces gens une homéopathie simplifiée, ce qui est tout à fait indigne, là encore, puisque, je répète, dans un monde qui sauve la vie, négliger d'apprendre, c'est criminel, et je pense que les patients ont le droit au mieux possible. Si un jour j'étais malade, j'aimerais que ce soit un homéopathe compétent qui me soigne. L'autre clé dans la posologie, c'est la quantité minimale. Ça, c'est une question que nous soulevons qui, probablement, n'a jamais effleuré les oreilles des étudiants en homéopathie. Ce qui est bien lamentable, puisque la quantité minimale est au centre de l'effet de l'homéopathie. Une fois que vous avez choisi la substance qui est connue comme étant la plus ressemblante à la totalité du patient, il va y avoir une idiosyncrasie, c'est le terme exact. Ça veut dire que le patient va avoir une sensibilité innée énorme devant cette substance qui est capable de ressembler à son cas. C'est un petit peu
Pour prendre un exemple, ce qui se passe quand vous avez des personnes qui sont allergiques à un chat, ils vont détecter le chat dans un rayon de 200 mètres et commencer à faire des symptômes. De la même façon, le patient qui est, mettons, sensible à belladonna, si vous lui donnez une goutte de teinture mère, c'est-à-dire directement, quantitativement, la substance brute, le malade va avoir un excès énorme de la substance et il va avoir une réaction énorme d'aggravation. Cela ne se verra bien sûr que si les paramètres précédents, à savoir ressemblance avec la totalité, choix du remède, tout cela est préservé et que vous avez bien choisi le médicament du cas. Donc, c'était fort logique, Hahnemann a été poussé à diviser, fractionner les doses. Et c'est là que je ne peux pas l'expliquer. Hahnemann est arrivé à découvrir l'infinitésimal. Ça ne consiste pas à faire une simple dilution, puisque si vous mettez une goutte de belladone dans le lac de Genève, vous ne récupérez pas de belladonna à Marseille. Il faut qu'il y ait une notion de fractionnement de la substance par étapes successives et avec des secousses. Il est clair qu'on a un processus physique qui est impliqué. Aujourd'hui, on a des travaux, donc bien sûr, vous connaissez sans doute le professeur Montagnier, le co-découvreur du virus du sida. Il fait des travaux tout à fait passionnants qu'on aura l'occasion largement de commenter. Et Montagnier a montré à quel point il y a certaines structures de l'eau qui sont capables de vibrer électromagnétiquement. Et c'est probablement à ce niveau-là que se passe le support matériel de l'information du médicament. Toujours est-il que lorsque on fractionne une substance même inerte comme l'or, vous prenez une feuille d'or, vous la triturez, vous la dynamisez, et tout le monde vous dira, mais c'est parfaitement stupide, l'or est inerte, il n'est pas absorbé par le tube digestif. Eh bien, l'or produit l'une des plus monstrueuses dépressions qu'on puisse imaginer chez l'homme, et bien sûr guérit ses états suicidaires et dépressifs. C'est parce que, là encore, avec ces mots, Hahnemann avait de la peine de trouver le vocabulaire pour décrire ce qu'il découvrait. Il parle d'une progression dans un effet qui est spirituel, qui n'est pas matériel. Ça veut dire en fait que le médicament, à mesure qu'il est fractionné, dynamisé, tout se passe comme si on quittait le domaine matériel et pondéral des molécules ou des atomes pour arriver dans un domaine de plus en plus rayonnant. Voilà, je crois, ce qu'on peut retenir, c'est que la dynamisation, c'est une transformation de l'état de la matière en quelque chose qui devient de plus en plus rayonnant à mesure que vous progressez. Il ne semble pas, d'ailleurs, qu'il y ait de limite à la dynamisation. Ceux en France qui nous écoutent connaissent les CH, 10, 12, 30 CH. Sachez qu'on emploie couramment des 1000, des 10 000, des 100 000, 500 000, voire 1 million. Et il est évident qu'à ces dosages-là, il n'est même pas illusoire de compter la trace de l'ombre d'une molécule. Et pourtant, ces doses sont terriblement actives et ça, j'aurai, j'espère, l'occasion de vous le montrer en direct devant les caméras. Et ce que Hahnemann a bien compris aussi, c'est qu'il existe une quantité minimale de dynamisation. Si vous apportez trop de globules, vous aggravez le cas. Et là, c'est une bêtise qu'a dit Kent. Kent était swedenborgien et il pensait qu'on progressait dans les dynamisations dans des degrés de finesse de la matière où la quantité n'avait plus de rôle à jouer, ce qui est complètement illusoire. Et là encore, c'est Hahnemann qui a raison, puisqu'il écrivait très tôt qu'à la surface d'un seul petit grain, par exemple de sépia, il y avait déjà trop de quantité que ça produisait une aggravation. Et donc tout cela, nous le verrons, a servi de support de réflexion à Hahnemann pour développer dans la 6e édition de l'Organon la posologie liquide qui permet de contrôler très finement la quantité de produit que le patient va absorber. Sachez, et ceux de mes patients qui nous écoutent, qui ont déjà connu, vous ne serez pas surpris qu'on peut juste faire inhaler le médicament dans un petit peu d'alcool et ça produit des effets tout à fait étonnants. Et là, on touche vraiment le minimum du minimum. Le 6e point, qui est aussi le corollaire de ce que nous avons dit, implique que les traitements locaux, l'homéopathie le montre, n'ont strictement aucun sens. Il n'existe pas de maladie locale. Bien sûr, si vous avez un cas chirurgical, vous venez de vous faire une entorse ou vous venez de vous faire une fracture, eh bien, il est évident qu'il faut déjà traiter ça chirurgicalement. Mais dans tous les cas non chirurgicaux, le traitement local non seulement n'est pas indiqué, mais il est même contre-indiqué. Pourquoi? Vous l'avez compris, c'est qu'il ne fait que à son échelon, sur la main, le pied, le ventre, où sais-je, il ne fait que représenter une parcelle de la totalité
qu'une fraction de la symptomatologie, il ne représente qu'un morceau du patient qui s'exprime à travers cette partie. Et donc, le traiter comme si ce n'était que quelque chose de local est une monstruosité. C'est une monstruosité de la même façon que vous prenez les enfants pour les tartiner de cortisone pour empêcher l'eczéma d'arriver à la peau. C'est la même monstruosité quand vous extirpez les verrues, parce que là encore, vous ne faites que déstabiliser encore plus un organisme qui avait trouvé peu ou prou une façon de s'équilibrer, moyennant quoi tel symptôme était produit. Donc ça, c'est à cela aussi que vous reconnaissez un homéopathe, c'est qu'il sera absolument contre tout traitement local, contre-indiqué et potentiellement dangereux. Alors me direz-vous, êtes-vous furieusement contre l'allopathie? Je dis juste non, il faut inverser la tendance. L'allopathie a sa place comme roue de secours, a sa place comme palliation. L'allopathie ne sait très bien faire qu'une seule chose, c'est la palliation. Mais pourquoi voudriez-vous que nous traitions les patients qui nous viennent comme s'ils n'avaient plus qu'1 mois ou 3 mois à vivre? On va quand même essayer de les guérir. Donc le recours à un traitement chimique peut se concevoir dans des cas limités. Bien sûr, d'abord, c'est qu'on a toujours besoin des traitements substitutifs. Si vous n'avez plus de thyroïde, on est bien obligé de vous donner de l'hormone qui correspond. Si vous n'avez plus de glande surrénale, de maladie d'Addison, vous serez obligé aussi de suppléer en corticoïdes, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, vous avez dans les cas chroniques, des cas qui arrivent à des stades absolument incurables. Eh bien, dans ces cas incurables, on est bien obligé de faire de la palliation et dans ce cas-là, on a aussi recours à la médecine classique. Quand les patients font des symptômes que nous ne parvenons pas à contrôler, on est content d'avoir la vieille médecine pour nous aider. Et le dernier point, c'est celui qui va permettre de sauver la plupart de nos débutants. Je repense ici à une phrase de Kent qui disait qu'à ses débuts, la plupart de ces cas aigus poursuivaient leur cours. Et c'est qu'en vieillissant qu'on les arrête net. Et c'est vrai que je suis content de commencer à constater ça en ce qui me concerne. Et quand vous débutez, si vous avez une angine, elle doit être traitée de façon brillante en 24 heures tout au plus. Si elle doit durer plus, il est clair que vous avez échoué, que vous n'avez pas été capable de trouver le médicament indiqué. Eh bien, soit, dans ce cas-là, il n'y a pas de honte, vous pouvez mettre une antibiothérapie pour au moins limiter les dégâts, prenant un risque de déstabiliser l'état du patient, mais au moins vous ne pouvez pas lui laisser courir le risque d'avoir une angine qui se complique. Ça peut se comprendre, mais si nous avons, je l'espère, une formation correcte, c'est le genre de cas de figure qui devrait être de plus en plus rare. Voilà notre petit tour d'horizon terminé pour ce soir. Nous aurons le plaisir d'ouvrir le bal la semaine qui vient par des cas cliniques. Pour ceux d'entre vous qui pourront y assister, nous avons déjà 2 cas cliniques qui seront enregistrés demain vendredi. Et dès la semaine prochaine, les cours vont commencer à démarrer, suivant un rythme qui n'est pas encore fixé. Et ça, je vous demande d'aller sur le forum pour un petit peu nous donner vos idées, vos impossibilités. Je pense que la meilleure façon de faire pour les cas cliniques, c'est que dans un premier temps, on peut se contenter de les voir enregistrés. Là encore, ce sont des patients qui viennent que je ne connais pas. Je n'ai pas l'intention de jouer autrement que sans filet, pour que vous puissiez voir comment on peut gérer même des cas où on ne comprend rien et comment faut-il faire dans un cas où on ne comprend rien. C'est aussi de l'enseignement. Eh bien, ces cas cliniques, dans un premier temps, pendant que vous avez déjà beaucoup à apprendre de l'homéopathie, je pense que vous pouvez le voir en différé. Donc ce n'est pas grave si on commence à les enregistrer ici ou là. Cependant, je pense que le lundi soir sera pour nous le meilleur moment pour ces cas cliniques. Et lundi soir de la semaine prochaine, nous aurons certainement aussi les premiers cas cliniques. Tout ça, je vous donne rendez-vous sur le forum. Et je vous prie de commencer à faire vivre le forum en y postant vos questions auxquelles j'essaierai de répondre, les suggestions et tout ça. Donc rendez-vous sur le forum de Planète Homéo. Enfin, les cours, je pense qu'il faudra les fragmenter en 2 morceaux parce que je n'ai pas l'intention de vous torturer pendant 3 heures de cours d'un seul bloc. Je pense qu'il sera intelligent de faire plutôt 2 séances d'1h30 pour qu'on distille ça gentiment. Tout le programme, de toute façon, est déjà prévu, balisé. On a beaucoup de pain sur la planche. Donc, en tout cas, sachez que nous sommes déjà plus de 100 inscrits, ce qui est absolument merveilleux, inimaginable. Ça me comble de joie. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux pour pouvoir un jour aussi faire une vraie réunion live dans un vrai congrès entre nous. Et il y aura aussi dans les émissions des invités, parce que je n'ai certainement pas la science infuse en homéopathie. Vous me verrez me planter sur des cas, et ces plantages nous apprennent à moi le premier et à vous en second.
N'ayez jamais peur de vous tromper, c'est comme ça que vous apprenez. Et il faut juste surmonter un petit peu cette appréhension, mais vous verrez que l'homéopathie est tellement merveilleuse qu'elle vous comblera au centuple de ce que vous avez mis dedans. En tout cas, voilà pour cette première, je vais m'arrêter là. Je vais vous saluer tous et je vous dis donc à très bientôt, pardon, et merci de m'avoir écouté jusque-là. Bonne soirée.